Merci à tous d'être là. Merci Michel Serres d'être parmi nous. Je pense que, au nom de tous, j'exprime l'opinion de chacun en disant que c'est un réel plaisir de vous accueillir à Nantes et aux Utopiales. Alors je souhaiterais, puisque vous êtes un écrivain nomade avec une pensée libre et en même temps très structurée qui va directement à son but, évoquer à travers différents ouvrages ce qui a pu amener à plein de choses, mais à celui-ci, à Petite Poucette, mais justement pour montrer que ce n'est pas un travail de circonstance, mais que c'est une pensée que vous avez largement anticipée depuis très longtemps. Et tout le monde pense que je parle des nouvelles technologies seulement depuis Petite Poucette, ce n'est pas vrai. Puisque dès les années 60, j'avais écrit plusieurs livres qui s'appelaient Hermès. Et Hermès est le dieu de la communication, vous le savez. C'est le dieu qui, en Grèce, était le messager. Et à cette époque-là, déjà, dans les années 60-61, je pensais qu'il y avait déjà une sorte de transformation assez profonde de la culture et que les problèmes de production, qui étaient majeurs à partir de la révolution industrielle, étaient en train de virer et qu'on pouvait prévoir une culture de la communication. Et la question de la communication a commencé à m'intéresser, et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, et en particulier j'ai écrit des livres sur les obstacles à la communication, par exemple le parasite. Le parasite, c'est le bruit dans les canaux de communication, où j'ai parlé des anges aussi, nous en parlerons peut-être, parce que angelos en grec ça veut dire le messager, et par conséquent, depuis 30 ans ou 40 ans, je m'occupais de ça, et Petite Poucette n'est peut-être que la petite fille ou l'arrière-petite-fille d'Hermès, voilà, tout simplement. Mais avant, puisqu'on est aux Utopiales et à Nantes, je voudrais revenir sur l'ouvrage qui est issu de vos conversations avec Jean-Paul Decaux sur Jules Verne. Et vous disiez une chose très jolie sur Jules Verne, qui est que ce n'est pas tant la science qui est décrite chez Jules Verne que la structure même des livres de Jules Verne qui est scientifique. Alors, j'aime bien parler de Jules Verne, puisque Jules Verne est un héros de votre ville, un des héros de votre ville. Et en effet, j'ai écrit 2 ou 3 livres sur Jules Verne, parce que je m'intéressais beaucoup aux relations qui pouvaient exister entre la littérature et la science. Et évidemment, Jules Verne est un écrivain qui était considéré comme scientifique, mais ce n'est pas un auteur de science-fiction, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup de science-fiction ici. Non, ce n'est pas un auteur de science-fiction pour une bonne raison, c'est que la science dont parle Jules Verne est toujours en retard au moins d'une génération par rapport au moment où il écrit. Donc il parle de la science plutôt de 1820-1850 plutôt que de la science de 1870-80 où il est en train de vivre, vous voyez. Donc il y a un décalage assez fort, donc il est en avance 2 ou 3 fois sur des questions techniques, mais pas sur le sous-marin. Le sous-marin est connu depuis très longtemps, peut-être dans certains romans où il anticipe un peu la télévision, voilà, dans le château des Carpates. Voilà, il faut dire ça. Deuxièmement, il y a chez Jules Verne des utopies, et des utopies au sens des utopiales. Et c'est très intéressant de dire ça parce que le mot utopie a 2 origines très intéressantes. Une qui est littéraire et l'autre qui est littérale. Alors, l'origine littéraire, c'est tout simplement, tout le monde le sait, c'est la fameuse Utopia de Thomas More, n'est-ce pas? Et là, cette origine, c'est Utopia est une île, une île. Et donc, chez Jules Verne, il y a des îles, et en particulier l'île mystérieuse. Et l'île mystérieuse est une reconstitution de l'histoire, non pas de l'humanité, mais de l'histoire de la technique et des conduites humaines face à la nature. Donc là, il y a une utopie. Mais il y a d'autres utopies chez Jules Verne qui sont très intéressantes. C'est Les Naufragés du Jonathan, par exemple, ou d'autres romans de ce genre, ou Les 500 millions de la Bégone, où il y a vraiment une utopie politique, au sens déterminé. Mais j'ai dit, voilà, ça c'est des origines littéraires. Et dans l'origine littéraire, utopie est une île. Alors l'île mystérieuse est une utopie, très bien. Mais il y a aussi une origine littérale. Et pour ceux qui savent encore, c'est encore une science un peu oubliée, qui savent un peu de langue grecque, tout le monde sait que
utopie veut dire non-lieu. Ouk en grec ça veut dire non, et topos ça veut dire le lieu. C'est donc un non-lieu. Mais est-ce qu'aujourd'hui on a des utopies? Eh bien je suis content d'être là à Utopial parce que j'ai justement écrit Petite Poussette. Et si vous regardez les technologies dans lesquelles travaille Petite Poussette, et nous-mêmes et vous tous devant moi, c'est dans ce qu'on appelle le virtuel. Et le virtuel, c'est pas du réel. Le virtuel, c'est pas du réel. C'est donc un non-lieu. Et tout à l'heure, en parlant de Petite Poussette, je souhaite revenir sur le mot utopie, parce que précisément, il y a quelque chose comme une utopie dans le livre Petite Poussette. Voilà. Alors, je fais le pont là entre mon travail sur Jules Verne et sur Petite Poussette. En parlant de pont, justement, la transition est magnifique et en parlant de pont, puisque dans l'art des ponts, qui pour moi est un de vos ouvrages les plus remarquables, vous dites déjà « Nous aimons, vivons, existons dans le virtuel, aussi réellement que dans le réel ». Et l'art des ponts, justement, cette fois-ci peut-être plus dans la relation humaine, dans la relation au monde, parle déjà de façon visionnaire de tout ce qui est passerelle, filtre, lien entre les gens, avec le monde et avec les idées. Et là, on est déjà dans cette relation que vous allez approfondir dans Petite Poussette. On est à la fois dans Jules Verne et dans Petite Poussette. C'est-à-dire dans Jules Verne, pourquoi? Parce que dans Jules Verne, justement, fait le lien entre le récit et la science. Alors il y a des récits qui concernent l'océanographie, 20 milieux sous les mers, ou des récits qui concernent la géodésie, par exemple, la mesure du désert ou la mesure du méridien. Bref, il y a des récits concernant la science. Voilà un pont qui est fait entre la littérature et la science. Eh bien, toute la question, c'est de se demander est-ce que la philosophie, précisément, n'est pas un art des liaisons de ce genre? C'est-à-dire faire la liaison entre la science et le droit, par exemple, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes à la fois scientifiques, techniques, et des problèmes d'environnement. Et par conséquent, le lien là, ça sera entre la science et le droit, et c'est pour ça que j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Contrat naturel, qui est un livre de philosophie du droit, où on parle de la science, de la technique, et on se pose des questions concernant le droit à l'environnement, par exemple. Vous voyez. Donc, je me demandais longuement, dans l'art des ponts précisément, si le travail du philosophe n'était pas presque toujours une sorte de tissage entre deux disciplines ou deux régions disparates. Il y a du disparate dans la nature et la liaison, c'est précisément le travail de la philosophie. C'est pour ça que j'ai écrit, en effet, l'art des ponts, mais je crois qu'à peu près tous mes livres, j'ai donné l'exemple du Jules Verne, puis l'exemple du contrat naturel, et je pourrais en prendre d'autres, précisément essaient de résoudre la question, y a-t-il une relation entre deux régions disparates? D'ailleurs, tous ceux qui sont devant moi et qui savent ce que c'est que les mathématiques, ils savent très bien que la géométrie algébrique, que c'est toujours essayer de faire une relation entre les nombres, par exemple, et l'espace, qui sont parfaitement disparates, mais tout le travail mathématique consiste à jeter cette passerelle extraordinaire et raffinée entre la considération de l'espace et la considération des nombres, ou la considération de l'algèbre, de l'ensemble des solutions de l'équation algébrique avec l'espace, avec la géométrie. Et donc, l'idée de tisser des relations est peut-être plus générale encore que la philosophie, c'est-à-dire que c'est le travail de la pensée elle-même. Vous dites d'ailleurs, et là on rejoint le travail du philosophe, mais aussi la volonté de l'homme, vous dites précisément, pour rebondir sur vos propos, dans l'art des ponts, j'ai tant espéré construire passages et ponts entre savoir et récit, philosophie et art, science dure et douce, raison et religion, hominescence, on en parlera, et humanisme. Et justement, bon, vous êtes épistémologue, vous êtes philosophe évidemment, écrivain. Est-ce qu'il n'est pas difficile, est-ce que ça s'appelle l'activité d'une vie, de construire justement un îlot comme c'est une convergence de tous ces ponts?
Mais c'est un travail impossible, évidemment, parce que la philosophie n'a pas de spécialité. Une science est une spécialité à elle seule, et elle se divise en plusieurs sous-spécialités. C'est vrai de la physique, c'est vrai de la chimie, c'est vrai de la biologie, etc. Ben, la philosophie n'a pas de spécialité, et donc elle a une sorte d'exigence de totalité, d'exigence d'encyclopédie. Et je crois que tous les philosophes de l'histoire ont construit leur philosophie sur une connaissance encyclopédique du savoir de leur temps. Et par conséquent, c'est un travail impossible, mais nécessaire. C'est-à-dire, c'est l'héroïsme du travail philosophique de tenter d'avoir une vision globale, non seulement du savoir, mais aussi de l'expérience humaine en général. Et donc, c'est une ambition démesurée, c'est une ambition impossible, mais c'est ça la philosophie, on n'y peut rien. Voilà. Et en même temps, dans la légende des anges, vous dites que le philosophe peut être distrait par une belle femme. Pas seulement le philosophe, que je sache. Non seulement distrait, mais attiré. Non seulement attiré, mais amoureux, bien entendu. Mais bon, je ne vais pas raconter ma vie privée. Alors justement, venons-en à la légende des anges, qui là aussi est plus qu'une annonce de Petite Poucette. Vous reprenez donc cette figure du messager, l'ange, en trouvant des équivalents contemporains. Ah oui, c'est très intéressant. Il faudrait que je vous raconte pourquoi on appelle ordinateur la machine que vous connaissez. Et c'est une histoire qui est très peu connue et que j'aimerais bien porter à votre connaissance. La scène se passe à l'école normale supérieure à l'époque où j'y étais. Je dois avouer que je n'étais pas présent à cette scène, mais j'étais assez voisin de son déroulement. Alors la scène se passe à cette école-là, et cette école-là a une particularité, c'est qu'elle mélange les scientifiques et les littéraires. C'est-à-dire, ils ont évidemment des cours différents, mais ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, il n'y a pas de différence entre les deux. Et donc un jour, au restaurant qu'on appelait le Pot, voilà une table où il y avait 6 normaliens, dont 5 étaient des scientifiques et 1 était un littéraire. Et les scientifiques, c'était les années 52-55, donc c'est déjà le néolithique, bien sûr, mais j'étais du néolithique, évidemment, et les scientifiques venaient de recevoir ces machines énormes des États-Unis, de IBM, et ils faisaient l'éloge des performances de cette machine, qui avait des capacités de calcul extraordinaires, des capacités de rapidité extraordinaires, et ils en faisaient l'éloge sans... Et tout d'un coup, il y en a un qui dit « Mais comment appeler cette machine-là, puisque nous la recevons sous le nom de computer ?» Or, computer, en anglais, ça se dit compteur en français, c'est le même mot. D'ailleurs, c'est la même racine, c'est-à-dire compter. Mais on ne peut pas l'appeler compteur, bien entendu, dit-il, puisque compteur est déjà pris pour le gaz et l'électricité. Et se retournant vers le littéraire, il dit au littéraire « Mais voyons, toi qui es littéraire, tu devrais nous trouver un nom pour cette machine. » Et le littéraire répond « Oh, vous savez, je suis très embêté de vous répondre parce que moi je suis spécialiste du latin tardif tel que la théologie du Moyen-Âge l'utilisait au XIIe siècle. Ah, tu nous emmerdes, tu es loin de nous, tu ne comprends rien à rien, etc. » Et il continue à faire l'éloge de la machine en question. Et le littéraire, l'œil un peu allumé, est intéressé par la discussion des scientifiques, et tout d'un coup il les interrompt et il dit « Ah mais tout ce que vous dites, je le sais déjà, c'est le sujet de ma thèse. » Alors les scientifiques stupéfaits lui disent « Comment le sujet de ta thèse, c'est pas possible ?» « Mais si, je fais ma thèse sur le Deus Ordinator, c'est-à-dire le dieu du Moyen-Âge qu'on appelait le dieu ordonnateur du monde. » Les scientifiques le regardent stupéfaits et disent « Ah mais tu as raison, on va appeler ça un ordinateur. » Et c'est ainsi que le mot ordinateur a été créé. Vous voyez donc l'intérêt de jeter un pont quelquefois. Et un pont entre deux choses tellement disparates que d'un côté il y a cette machine qu'on appelait le computer à la compagnie IBM et de l'autre côté la théologie du Moyen-Âge du XIIe siècle en latin tardif. Vous voyez, c'est quand même très disparate. Eh bien, avec le pont, on trouve le mot ordinateur. Or, le mot ordinateur, que je sache, est très supérieur au mot computer. Ce n'est pas un compteur,
c'est peut-être un compteur de façon un peu pour les programmateurs ou des choses comme ça, mais pour les utilisateurs, c'est un ordinateur, évidemment. Le mot est très supérieur. Vous voyez donc que quelquefois, un court-circuit foudroyant entre deux choses disparates crée une invention nouvelle. Et d'ailleurs, le latiniste en question est bien connu, il était connu de nous d'abord, et puis des latinistes, je peux vous dire son nom, il est décédé maintenant. Mais enfin, bon, c'est un latiniste qui a inventé le mot ordinateur. Quelquefois, le pont dont vous parlez, c'est-à-dire la relation entre une discipline technique et scientifique et puis un savoir complètement différent, peut donner des résultats extraordinaires. Voilà un exemple. Alors justement, cette théologie médiévale, vous la réutilisez, vous la remodelez dans la légende des anges, avec l'utilisation de la figure angélique comme porteur d'un message évanescent, puis en même temps contenant une information importante, oui, majeure. oui. Hein. Oui, oui. Et vous utilisez des expressions qui pourraient être, en parlant des anges, d'une modernité, enfin, la notion de transport, la notion de messagerie, et c'est littéralement une ça a été ma grande découverte. Quand on feuillette un peu l'angélologie du Moyen-Âge, on s'aperçoit que la terminologie de cette discipline, qui paraît une discipline complètement sans aucun rapport avec nous, a des prémonitions foudroyantes avec la théorie de la communication contemporaine. J'ai suivi d'une certaine manière l'anecdote que je viens de vous donner. C'est-à-dire, en regardant l'angélologie, on s'aperçoit qu'il y a quelquefois des... Je vais vous donner un exemple. Tout le monde se moque, par exemple, de la théorie médiévale du sexe des anges. Hein, c'est ridicule de discuter là-dessus, etc. Mais voyons, réfléchissez une minute. Réfléchissons ensemble. Vous êtes amoureux de Catherine. Je prends un exemple au hasard. Je suis amoureux de Catherine. Et elle est loin, elle habite l'autre côté de la Bretagne, et donc j'ai besoin de messagers. J'ai besoin de messagers pour lui donner ma déclaration d'amour. Très bien. Alors, j'appelle le messager, je lui donne, et le messager c'est Angelos. Angelos en grec, c'est l'ange. Et je lui donne mon message et porte-le à Catherine. Oui, mais attention, Catherine est vraiment une beauté, une très belle femme. Et le messager est un homme comme vous et moi. Et par conséquent, en arrivant à Morlaix ou à Brest, de l'autre côté de la Bretagne, il trouve Catherine, mais il tombe amoureux d'elle. Et tombant amoureux d'elle, eh bien, le message que je lui donnais, il le déchire, et voilà. Et moi, alors, hein, bon. Par conséquent, il est intéressant que celui qui porte le message ne soit pas intéressé précisément par la question du message. Et par conséquent, il serait très intéressant que le messager n'ait pas de sexe pour qu'il porte le message d'amour de moi à Catherine. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que le canal du message doit être neutre par rapport au message. Et par conséquent, c'est quelque chose qui, pour nous, théoriciens des communications, est parfaitement rigoureux, parfaitement exact, mais c'est très exactement la structure de ce qu'on racontait au Moyen-Âge sur le siècle des anges. Voilà, tout simplement. Et alors, vous voyez donc que quelquefois, des contenus de savoir culturel, vous voyez, ou très anciens, etc., sont tout d'un coup d'une extraordinaire modernité pour qui sait les lire. Et du coup, quand j'ai écrit La légende des anges, je me suis aperçu qu'on pouvait faire en effet le pont entre ces vieux messages-là du Moyen-Âge et le monde contemporain. En plus, d'un point de vue littéraire, l'ouvrage est assez remarquable parce qu'il joue sur la réutilisation de la figure de l'ange dans un contexte moderne, et vous avez le culot de réactiver un genre qu'on pensait éteint, qui est le dialogue philosophique de cet ouvrage. Littérairement, je ne suis pas très doué là. Si. Non, il y a des moments où j'ai trouvé que c'est très difficile d'écrire un dialogue, c'est très difficile. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment réussi. Si, il est très très bien. Alors, en parlant des anges et de leur corps et de Catherine, oui. On va revenir au corps humain avec variation sur le corps. Là, il y a une phrase
qui comme une perle dans son huître, qui est l'écran, parlant de l'ordinateur, l'écran lisse fait paroi. Comme si on entamait, et vous l'avez dit bien avant, Petite Poucette, une nouvelle humanité avec une espèce de préhistoire de l'écran lisse fait paroi. Ah oui, je crois qu'il y a vraiment une préhistoire de l'écran. Et à certains égards, j'ai l'impression, je ne sais pas si les spécialistes de la salle seront d'accord avec moi, je crois que le numérique n'a pas encore trouvé vraiment l'expression technique qu'elle devrait avoir. Pourquoi? Parce qu'un ordinateur encore est un livre. C'est-à-dire vous ouvrez votre ordinateur et l'écran se représente comme une page avec des lignes, avec des colonnes, etc. Et j'ai l'impression que le modèle du livre imprimé, le modèle du livre écrit est encore là et que le numérique n'a pas encore trouvé sa technique originale. C'est encore un livre. Et ce livre-là a une vraie préhistoire que je pourrais vous raconter, mais ça serait peut-être un peu long. Enfin, je vais essayer de faire court. Quand vous regardez le mot page, puisque vous parlez de l'écran et de la page, le mot page vient d'un mot latin très intéressant, qui est le même mot d'ailleurs, qui est pagus, P-A-G-U-S. Et le pagus, dans l'Antiquité latine, c'était le carré labouré par le paysan. Le carré de luzerne, le carré de vigne, le carré, bref, le champ. Le champ de travail du paysan. Et d'ailleurs, le mot paysan vient de pagus, le mot païen vient de pagus, le mot la paix, la guerre et la paix vient encore de pagus, parce que le pagus étant délimité, cette limite faisait qu'avec le voisin, on était en paix si respecter la limite, vous voyez, etc. Et le mot page est le successeur de ce carré labouré. Et par conséquent, la préhistoire de l'écran et de la page va jusqu'aux racines agricoles de notre passé le plus ancien. Et ça, c'est très intéressant de l'observer, et j'ai essayé de le développer précisément dans ce livre. Et donc, on arrive à Petite Poucette. Alors, avant d'en parler plus avant, il faudrait peut-être évoquer un terme un concept, un peu technique que vous avez forgé bien avant Petite Poucette, et qui va nous permettre d'éclairer cette nouvelle phase de l'humanité qui est l'hominescence. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, lorsque j'ai fait un livre qui s'appelait Hominescence, j'ai essayé de forger un mot qui serait un peu semblable au mot luminescence, arborescence, adolescence, etc., et qui appartient à un groupe de mots qui, en langue française, veut dire une sorte d'évolution, mais d'évolution locale, pas une évolution très générale. On dira plutôt hominisation pour le passage de l'animal à l'homme, mais quand je dis hominescence, ça veut dire une transition forte, bien entendu, comme celle de la jeunesse à l'âge adulte, adolescence, vous voyez, mais qui est seulement temporaire. Et voilà, nous sommes maintenant dans Petite Poucette vraiment. Petite Poucette va naître dans les années 95-2000, au moment où le numérique, c'est-à-dire comment les ordinateurs, arrivent dans la vie privée. C'est-à-dire, l'ordinateur était réservé, si vous voulez, aux grands laboratoires de recherche ou aux grandes entreprises, et tout d'un coup, on invente l'ordinateur dit personnel. Et par conséquent, ça va complètement transformer la culture, la société, et la question, évidemment, pour moi, sera de la décrire. Mais dans ces années-là, 95-2000, il s'était déjà passé des phénomènes hominescents. Et les voici. Par exemple, dans les années 1900, nous étions tous, en France et dans les pays analogues, je ne sais pas moi, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les États-Unis, nous étions beaucoup plus de la moitié de paysans. J'ai parlé de pagus tout à l'heure, on était entre 70 et 75% de paysans. 1900. Or, en 2000, nous ne sommes plus que 0,8% de paysans. Et vous voyez là un changement vraiment brutal, parce qu'assez rapide, de rapport au monde, de rapport à la nature, de ce que les philosophes appellent l'être au monde. Oui, ce n'est plus
la même nature dès lors qu'on est un paysan ou dès qu'on habite les villes. Je crois pouvoir dire que dans les années 1820 encore, il y avait 8% d'habitants dans le monde dans les villes. Ça veut dire qu'il y avait 92% de paysans. Alors, lorsque vous apprenez de l'histoire, l'histoire était l'histoire de Sparte, d'Athènes, de Jérusalem, de Rome, etc., on vous apprend l'histoire des villes. Mais 92% de l'humanité est absente de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'événement capital du XXe siècle, c'est cet écroulement de la densité humaine paysanne. Ce n'est plus la même nature. Deuxièmement, il s'était passé un autre événement, omniscient justement, qui est le suivant. Lorsque je suis né, il y avait sur la planète moins de 2 milliards d'habitants, 1,8 milliard. Connaissez-vous une seule vie humaine dans l'histoire au cours de laquelle le nombre de la démographie mondiale ait été multiplié 2 fois par 2, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Nous sommes aujourd'hui, je crois, 7,8 milliards en route vers le 8e milliard. Par conséquent, en très peu de temps, la courbe de la croissance de la démographie mondiale a connu une pente verticale. Et là, c'est un événement considérable. Ce n'était plus la même nature tout à l'heure, et maintenant, ce n'est plus la même humanité. Ce n'est plus la même humanité à 1 milliard d'habitants sur la planète et 8 milliards, évidemment. Troisièmement, pourquoi cette croissance de la démographie mondiale a-t-elle été si rapide? Mais pour une raison très simple, c'est la croissance verticale parallèle à la première de l'espérance de vie. En gros, c'est un calcul que j'ai fait moi-même. Une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1600 et 1700. Une femme de 60 ans aujourd'hui est plus loin de sa mort qu'un nouveau-né en 1600 et 1700. Et par conséquent, l'espérance de vie a cru verticalement ces 50 ou 60 dernières années. Mais les résultats sont considérables au point de vue de la société. Par exemple, lorsque Petite Poussette se marie avec Petit Poucet, elle lui jure fidélité pour 65 ans. Mais lorsque son arrière-grand-parent se mariait, il jurait fidélité à sa promise pour 5 ans, statistiquement. Ben, ce n'est plus le même mariage. On dit mariage, mais ce n'est plus la même chose. Donc ce n'est plus la même vie. Et si vous lisez les romans de Dickens, les romans de Balzac, les romans de Zola, il était bien évident qu'à cette époque-là, c'est pas très ancien, c'est 1820 à 1880, il était bien évident qu'un homme de 20 à 30 ans avait déjà hérité de ses parents. Or aujourd'hui, moi je connais beaucoup de gens de 60-65 ans qui n'ont pas encore hérité de ses parents. Par conséquent, le mariage est très différent, la transmission des biens également. Donc ce n'était plus la même nature, ce n'est plus la même humanité, et ce n'est plus la même vie, c'est-à-dire la même naissance et la même mort. Vous voyez, c'est des changements colossaux qui touchent l'anthropologie la plus profonde, c'est-à-dire la vie, la mort, la naissance, la nature et l'humanité globale, l'occupation de l'espace planétaire. Ça, c'est ça que j'appelle l'omniscience. Et à ce moment-là, étant contemporain de ces révolutions, la nouvelle technologie arrive là-dessus. Voilà. Oui, alors à tout ça, parce que justement, je ne pense pas qu'on peut comprendre Petite Poussette si on n'a pas saisi tout ce que vous voulez dire. C'est pas un rapport à la machine, hein, c'est un changement global. Et vous dites quelque chose de très très beau et je ne sais pas si on doit dire hélas vrai, mais que par exemple la majorité des activités professionnelles de nos jours, elles ne sentent pas. Il n'y a plus de transpiration, il n'y a plus de sueur, il n'y a plus ce rapport au corps. Et vous dites aussi qu'une grande part du travail de nos jours dans la légende des anges, le travail c'est de nettoyer, c'est de refaire en mieux ou de reconstruire tout ce qui a été brisé, cassé avant. Oui. Alors là, il y a deux questions dans votre question. La première concerne le travail aujourd'hui et la seconde le travail demain. Quelque chose comme ça. Le travail aujourd'hui est très intéressant, mais ce n'est pas moi qui ai inventé cette idée-là, elle traîne dans toute la littérature. L'idée, si vous voulez, que dans les années 50 à 80, ce que nos amis d'anglophones appellent les cols bleus, c'est-à-dire la classe ouvrière, les travailleurs manuels, si vous voulez, sont en décroissance perpétuelle, alors que les cols blancs, c'est-à-dire les travailleurs
des métiers de service, si vous voulez, sont en croissance perpétuelle. C'est-à-dire qu'on a, dans ces années-là, une décroissance du travail manuel et une croissance du travail intellectuel. Et du travail, en fait, de service, si vous voulez. Et par conséquent, là, il y a une sorte de relais qui est pris entre le travail du corps, si vous voulez, le travail qui demande des efforts, et le travail qui demande simplement, et de quoi? De la messagerie, hein, le travail de service de la messagerie. Et c'est pour ça que, je reviens à ce que je disais au début, c'est pour ça que depuis très longtemps, je pensais que la messagerie devenait la structure même de la société. Oui, et que les rapports humains allaient être complètement transformés par ça. Alors, si vous voulez, je peux en profiter pour dire le travail de demain. Alors, il y a deux choses dans cette question-là. C'est que, voyons, je crois profondément que la révolution industrielle telle qu'elle a commencé à la fin du XVIIIe siècle et telle qu'elle s'est développée de façon verticale au XIXe siècle est en train aujourd'hui de toucher à sa fin. Je veux dire par là que cette révolution industrielle avait été accrochée aux sciences comme la mécanique, la thermodynamique, l'électricité, etc. Toutes sciences voisinage du terme concept de l'énergie, si vous voulez, et que aujourd'hui on voyait la fin de ce segment d'histoire pour deux raisons. Premièrement, l'épuisement des ressources énergétiques naturelles, et ça tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il y a un mur du pétrole ou un mur, etc. devant nous. Et deuxièmement, du fait que cette révolution industrielle qui nous a apporté beaucoup de confort, beaucoup de progrès, et précisément l'augmentation verticale de l'espérance de vie, ce qui est un acquis extraordinaire, bien entendu, avait aussi un côté noir, un côté négatif, un côté pénible, un côté même tragique, c'est la destruction du monde. C'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les problèmes environnementaux. Et que par conséquent, pour des raisons à la fois énergétiques d'une part et d'autre part d'excès, j'ai l'impression que le travail va pivoter. Et alors, vous allez me dire, c'est bien beau de dire ça, mais par quoi ça va être relayé? Bien, j'ai l'intuition, mais peut-être je me trompe, mais j'ai l'intuition que toutes nos activités qui étaient accrochées aux sciences énergétiques, je l'ai dit tout à l'heure, mécanique, thermodynamique, électricité, etc., vont se décrocher de ces sciences-là et s'accrocher à un autre type de science que je trouve en plein développement aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle dans les écoles ou dans les collèges les SVT, vous savez, les sciences de la vie et de la terre. C'est-à-dire ce qui est géologie, biologie, etc., et biochimie, etc. Et que la nouvelle révolution industrielle va s'accrocher à ces sciences-là, plus l'informatique. Et c'est ça le monde de petites poussettes, c'est-à-dire le travail tel qu'il se profile peu à peu dans le monde à venir. Et je crois que les SVT permettront que le travail en question ne sera plus si nocif par rapport à l'environnement et aux problèmes écologiques. Et avec une intelligence nouvelle qui est à la fois vivace, très intuitive, oui, inventive. Voilà. C'est-à-dire que dans l'évolution, la transformation de la société et même de la culture, même peut-être de la civilisation que je suis en train de décrire, beaucoup de choses changent. Le temps change, l'espace change, et par exemple les relations humaines. Vous me permettrez peut-être à propos du travail de faire une parenthèse sur l'évolution des relations humaines. Et je vais prendre un exemple concret, tout à fait matériel. Je suis enseignant moi-même, vous l'êtes aussi, je crois. Très bien. Je rentre dans mon amphi. Et je rentrais dans mon amphi il y a 20 ans, il y a 25 ans, c'est-à-dire vraiment le néolithique, dans ce cas-là. Je rentre dans mon amphi et je sais, il y a 20 ans, 25 ans, et je me comporte comme si je le savais, que mes étudiants ne savent pas le contenu du cours que je vais professer devant eux. Et par conséquent, rentrant dans l'amphi, j'ai dans la tête ce que j'appelle, dans Petite Poussette, une présomption d'incompétence. Ils sont incompétents sur ce domaine, et moi, je vais leur apporter mon information, la compétence et la science en question. 20 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 20 ans, rentrant dans mon amphi, je me pose la question, quelle est la probabilité pour que mes étudiantes et mes étudiants aient tapé la veille ou le matin de mon cours sur Wikipédia le sujet de mon cours? Ben,
cette probabilité est une certitude. Si l'étudiant est sérieux, il a tapé le sujet de mon cours. Par conséquent, je me présente devant mon amphi avec des gens devant lesquels je ne peux pas avoir une présomption d'incompétence. Il y a désormais une présomption, non peut-être pas de compétence, mais au moins d'information. Donc mon métier a changé de vitesse. C'est-à-dire que je ne suis plus devant quelqu'un à qui je dois apporter de l'information est déjà là, donc mon métier est en train de changer. Mais ça, c'est simplement un exemple concret, particulier, mais essayons de le généraliser, vous allez voir. Vous allez voir votre médecin, vous êtes malade. Eh bien, il y a 20 ans, quand j'étais malade, j'allais voir mon médecin, et bien entendu, je souffrais de tel et tel endroit de mon corps, mais je ne pouvais pas imaginer ni le diagnostic, ni le pronostic, ni les remèdes qu'il allait me conseiller. Or, aujourd'hui, donc, le médecin devant moi avait une présomption d'incompétence, de nouveau. Mais aujourd'hui, qui, parmi vous, allant voir ce médecin, n'a pas tapé d'abord sur Wikipédia, P de travers, hein, et il va devant le médecin, et le médecin ne peut plus avoir devant lui la présomption d'incompétence. Donc, il y a là aussi une rééquilibration des relations. Alors, ce qui est vrai pour l'enseignant est vrai pour le médecin. Vous pouvez généraliser hardiment, c'est-à-dire que devant le député, devant l'avocat, devant etc., devant toutes sortes de métiers, il y a une sorte de rééquilibration de la compétence, c'est-à-dire de l'information, etc., qui change complètement les rapports humains. Vous voyez, et même dans les médias. Qu'est-ce qu'un média? Un média, c'est très peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs, bien entendu. Par conséquent, tout le monde écoute l'émetteur. Ah oui, mais aujourd'hui, les réseaux tels que nous les pratiquons, tels que Petite Poussette les pratique, eh bien, il y a autant d'émetteurs que de récepteurs. Et dès le moment où il y a autant d'émetteurs que de récepteurs, ça change complètement les rapports, même les rapports hiérarchiques. Vous voyez donc que là, il y a eu un basculement ou une évolution vraiment décisive des rapports humains et des relations de société. Et ça, je crois que ça fait une révolution extraordinaire. Oui, puis d'ailleurs, peut-être pour prolonger à partir de vos propres paroles, vous dites même que maintenant les enseignants et les chercheurs non seulement constatent déjà une certaine information, mais apprennent. Vous prenez par exemple la femme qui a un cancer du sein ou l'Australien qui s'y connaît en scorpion, parce que tout simplement autour de lui il y a des scorpions, et ils sont riches d'informations qu'on n'a pas, nous. C'est des exemples concrets que j'ai eu sous les yeux. J'ai assisté à San Francisco à un congrès d'oncologues, où j'ai entendu des oncologues dire « j'ai plus appris sur les blogs de mes malades de cancer du sein qu'à la faculté ». J'ai entendu. Et j'ai entendu aussi des agriculteurs australiens dire que sur la conduite de certains animaux sauvages, ils ont beaucoup plus appris sur le blog des paysans qu'à la faculté. Vous voyez donc, et là, il y a une sorte de transformation complète de l'accès immédiat à la connaissance. Et alors, du coup, j'ai essayé, étant donné que Petite Poussette maintenant a un nom à cause des pouces, de l'habileté diabolique qu'elle déploie en envoyant des textos à toute vitesse sur la console du portable, voilà son nom, voilà son âge, puisqu'elle est née en 95 ou 90, etc. Et je voudrais vous dire sa devise. J'ai inventé sa devise. Et la voici. Vous savez, quand nous parlons français, nous faisons attention au sens que nous disons, mais il nous arrive souvent de ne pas faire attention aux mots que nous employons. Et quelquefois, les mots ont un sens qui dépasse complètement l'emploi que nous en faisons. Je vais prendre un exemple. Lorsque nous utilisons l'adverbe de temps « maintenant », nous faisons allusion à ce qui se passe dans le temps présent, avec les personnes présentes devant moi, avec mon voisin, avec ce que je peux toucher, etc. Oui, d'accord, ça veut dire ça. Mais on oublie complètement que maintenant, ça veut dire tenant en main. Tenant en main, maintenant. Et qu'est-ce que Petite Poussette tient en main? Maintenant. Eh bien, elle tient en main son portable avec l'ordinateur intégré, bien entendu. Maintenant, tenant en main. Là, voilà. Nous y sommes.
Il n'y a rien de plus concret que de voir Petite Poucette tenir en main cet objet. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'elle tient en main? Oh, c'est très simple. Pour faire vite, elle tient en main les lieux du monde par le GPS, les lieux, même les lieux où elle n'est jamais allée, le Labrador ou la Nouvelle-Zélande, très bien, les lieux. Deuxièmement, elle tient en main toutes les informations désirables. Tout à l'heure, j'ai posé une question à mon voisin, il est allé chercher la réponse sur Wikipédia, bien entendu, dont l'information. Et troisièmement, je vous demande de faire un peu attention. Il y a une quinzaine d'années de cela, des mathématiciens spécialistes de statistiques se sont posé la question: en combien de coups de téléphone n'importe qui sur la planète peut appeler n'importe qui? N'importe qui passant devant ce bâtiment, ici à Nantes, peut appeler n'importe qui, justement au Labrador ou en Nouvelle-Zélande. Et il y a une quinzaine d'années, la réponse à ce calcul a été donnée. Il fallait entre 7 et 8 coups de téléphone pour que n'importe qui atteigne n'importe qui. Mais aujourd'hui, avec les connecteurs géants que représente la toile, la réponse est tombée à 4. C'est-à-dire en 4 coups de téléphone, n'importe qui sur la planète peut appeler n'importe qui. Et les mathématiciens, les statisticiens appellent ça théorème du petit monde. Théorème du petit monde. Je me résume. Qu'est-ce que Petite Poucette tient en main? Elle tient en main les lieux du monde, elle tient en main l'information disponible, et elle tient en main tout le monde. Elle est dans ce petit monde, puisqu'elle peut appeler n'importe qui en 4 coups de téléphone. Et par conséquent, sa devise est tout simple, c'est maintenant tenant en main le monde. Maintenant tenant en main le monde, puisqu'elle peut avoir l'information, les lieux et les personnes. Maintenant tenant en main le monde. Et maintenant, je vous pose une question à vous. Répondez à cette question. Qui, dans l'histoire passée, pouvait dire maintenant tenant en main le monde? Qui pouvait le dire? Et vous allez me répondre, peut-être Auguste, empereur de Rome. Corneille lui fait dire dans Cinna, je suis maître de moi comme de l'univers. Oui. Peut-être Louis XIV, le plus grand potentat de l'époque. Peut-être un milliardaire, je ne sais pas, japonais, américain, chinois. Bon, peut-être des personnes exceptionnelles peuvent dire ça. Et aujourd'hui, 3,750 milliards de petites poussettes peuvent dire maintenant tenant en main le monde. Est-ce que vous m'entendez vraiment? 3,750 milliards de personnes que j'appelle petites poussettes peuvent dire maintenant tenant en main le monde. Alors, tenant en main le monde, ça veut dire qu'ils le tiennent de façon virtuelle. Ah, mais vous vous souvenez de tout à l'heure, quand j'ai commencé à prendre la parole et que j'ai essayé de définir ce que c'était qu'une utopie? Je vous ai dit qu'une utopie, littéralement parlant, c'était un non-lieu. Non-lieu. Mais qu'est-ce que c'est qu'un non-lieu? Réponse, c'est le virtuel. C'est le virtuel. Par conséquent, maintenant, tenant en main le monde, ouvre devant nous une utopie réelle. Une utopie réelle. C'est-à-dire ce virtuel-là est aujourd'hui matérialisé par cette machine, incarné par Petite Poucette au nombre de 3,750 milliards, et promet quoi? Mais promet quelque chose qui me fascine forcément comme une utopie. Je vous ai dit tout à l'heure que utopie littéraire, non pas littérale, était une île. Mais aujourd'hui c'est l'océan. C'est pas une île, c'est pas découpé, c'est pas isolé, c'est l'océan lui-même. Par conséquent, aujourd'hui, ce virtuel-là que nous avons matérialisé et que par la grâce de mon livre, on a incarné dans une personne réelle qui s'appelle Petite Poucette, dont j'ai devant moi 1000 exemplaires, vous voyez, et bien aujourd'hui, voilà une utopie réalisée. Et qu'est-ce qu'elle nous promet? Elle nous promet certainement des choses qui, politiquement ou socialement, sont encore à penser. Et c'est pour ça que le sous-titre de mon livre, c'est que, étant donné l'évolution que je décris, eh bien,
d'une certaine manière, tout est à refaire. Et oui, parce que nous vivons aujourd'hui sous des institutions qui ont été créées à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. Nos institutions, telles que nous les connaissons, ont été créées à une époque avant l'ominescence dont je parlais tout à l'heure, avant l'ominescence et avant cette utopie qui était déployée devant nous. Et par conséquent, il y a là quelque chose de tout à fait nouveau qu'il est très important de regarder philosophiquement. Il y a même un livre qui est apparu décrivant le monde moderne comme presque toujours accoutumé à de vieilles techniques. Et je vais vous en donner un exemple. Vous me demandez comment fonctionne Petite Boussette, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, parce qu'on a parlé des relations humaines, on a parlé de l'utopie politique, etc. Mais j'aimerais décrire comment Petite Boussette pense, qu'est-ce qu'elle a dans la tête, quelle est la tête de Petite Boussette. Eh bien pour le raconter, je le raconte dans mon livre, je préfère, comme vous le savez, raconter une histoire. Et je raconte l'histoire. Et la scène se passe dans une ville qui ne s'appelait pas encore Paris, qui s'appelait Lutèce. Et elle s'appelait Lutèce au 1er siècle après Jésus-Christ. Et à Lutèce, il y avait à cette époque-là une société secrète, et qui se réunissait de façon très, très discrète, parce qu'elle était en but à une persécution féroce, diligentée à partir de Rome par l'empereur Décius. Et cette communauté, ça s'appelait les premiers chrétiens. Et les premiers chrétiens se réunissaient donc de façon extrêmement secrète et dans des salles sans porte ni fenêtre, etc. Et la scène se passe à un moment d'une réunion de ce genre. Voilà, ils sont là, les premiers chrétiens, ils sont là en train de se réunir. Il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Tiens, c'est comme ici. Hein. Et ils ont élu, parce qu'à cette époque-là, on les élisait, ils ont élu leur évêque, et leur évêque était devant eux, sur un podium, comme nous, en train de leur parler, d'évangéliser ces ouailles, n'est-ce pas ? Bien entendu, ce qui devait arriver arriva, il y a toujours des mouchards partout, et la police est toujours au courant de tout, et la Légion romaine intervient. Elle enfonce les portes, elle enfonce les fenêtres, les légionnaires rentrent dans la salle, se saisissent chacun d'un premier chrétien, et le centurion romain passe par la travée principale, monte sur l'estrade, tire son coupe-chou et décapite l'évêque. Et sa tête roule par terre. Catastrophe. Non. Miracle. Parce que tout décapité qu'il était, Saint-Denis, car c'est lui, reste debout, se penche et ramasse sa tête. Quand ma grand-mère me racontait cette histoire, je lui disais, mais comment décapité a-t-il pu repérer où était sa tête, puisque les yeux, n'est-ce pas et elle me disait, mauvais esprit, c'est ça le miracle. Oui, ma grand-mère avait raison, c'était ça le miracle. Alors il prend sa tête, et d'ailleurs, la légende dorée racontée au Moyen-Âge disait qu'il avait porté sa tête jusqu'au sommet de la colline Montmartre. Voilà l'histoire en question. Il a donc sa tête dans les mains. Quand vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes-vous demandé qu'est-ce qu'il y a dans cet ordinateur? Et dans cet ordinateur, il y a une mémoire colossale, un stockage de données impressionnant, et non seulement de la mémoire, mais du souvenir. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à taper sur un truc et le souvenir va venir tout de suite. Mémoire plus souvenir. Deuxièmement, il y a une quantité astronomique d'images. Selon sur votre ordinateur, il y a des milliers ou même quelquefois des millions d'images. Et troisièmement, avec les moteurs de recherche ou des logiciels, il y a des appareils qui me permettent de résoudre des problèmes extrêmement compliqués, quelquefois des problèmes mathématiques que je ne pourrais pas résoudre moi-même. Attention, là je vous demande de faire vraiment attention. Lorsque j'avais 18 ans et que j'étais étudiant en philosophie, j'avais un manuel où le chapitre X était intitulé « La connaissance humaine ». Et ce chapitre était développé de la façon suivante: la connaissance humaine se divise en 3 facultés. On appelait ça des facultés. Il y avait la faculté de mémoire, la faculté d'imagination
et la faculté rationnelle ou opératoire, dite la raison. Il est bien entendu que ces trois facultés étaient dans mon système neuronal, c'est-à-dire dans mon cerveau, c'est-à-dire dans ma tête. Dans ma tête, il y avait les trois facultés. Ah, je suis un peu embêté parce que maintenant, ces trois choses-là sont devant moi. Par conséquent, soyez gentils, appelez votre ordinateur Denis. Hein. C'est-à-dire, aujourd'hui, ces trois facultés sont devant vous et vous les tenez à la main. C'est-à-dire, vous êtes Saint-Denis tenant sa tête à la main. D'ailleurs, vous pourrez porter, si vous voulez, votre ordinateur en haut de Montmartre, c'est pas difficile. Et par conséquent, cette histoire-là, comme l'histoire des anges, est pleine de sens, parce qu'effectivement, il y a là, attention, il y a là une objectivation, une externalisation des facultés cognitives. Très bien. C'est une révolution d'une nouveauté exceptionnelle, n'est-ce pas? Non. On ne peut comprendre les nouveautés d'aujourd'hui qu'en prenant du recul historique. Je l'ai montré 2 ou 3 fois depuis que je suis là. Alors, essayons de revenir en arrière. Et je vous ai dit qu'on ne pouvait comprendre le numérique qu'avec la révolution de l'écriture et la révolution de l'imprimerie. Revenons à l'imprimerie. Au moment de l'imprimerie, c'est-à-dire fin 15e, début 16e, des grands philosophes ont réfléchi sur la révolution de l'imprimerie, comme je suis en train de réfléchir sur la révolution du numérique. Et il y en avait un qui s'appelait Michel de Montaigne, qui est connu d'à peu près tout le monde ici. Montaigne est connu. Et il a écrit même un livre qui s'appelle Les Essais. Et certains d'entre vous ont lu les Essais. Mais non. Il y a une phrase dans les Essais que tout le monde sait par cœur. Il n'y a pas personne ici qui l'ignore, où Montaigne dit « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine ». Tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'il voulait dire quand il disait « Je préfère une tête bien faite à une tête bien pleine » Mais il voulait dire simplement qu'avant l'imprimerie, si j'étais historien, il fallait que je sache par cœur les historiens grecs, Hérodote, Thucydide, etc., l'historien de latin, Livre, Sallust, Tacite, les chroniqueurs du Moyen-Âge, il fallait que je sache par cœur, parce que je n'avais pas accès au manuscrit. Il fallait que j'aille à Alexandrie pour avoir le manuscrit ou dans tel et tel monastère éloigné. Par conséquent, il fallait que je sache par cœur. L'imprimerie arrive. Qu'est-ce qui arrive? Écoutez, qu'est-ce qui arrive? Mais dès que l'imprimerie arrive, ce que je savais par cœur, qui était dans ma tête, est maintenant dans ma librairie, ce que Montaigne appelait la librairie. Et j'ai là Xénophon, Thucydide, etc. Donc ce que j'avais dans la tête est sorti, a été objectivé, externalisé dans les livres en question. Donc l'externalisation ou l'objectivation des facultés cognitives ne date pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose de parfaitement classique. Mais aujourd'hui, ça a pris une extension considérable, puisque ça touche les trois facultés. Vous voyez donc là, il y a une révolution tout à fait extraordinaire. Alors évidemment, la question que vous allez me poser, je vais revenir à Saint-Denis, et vous allez me poser la question, mais voyons, une fois que j'ai la tête coupée, et que les trois facultés ont été externalisées sur l'ordinateur, et qu'est-ce qui me reste sur le coup, hein? Qu'est-ce qui me reste sur le coup? Eh bien, si vous allez visiter à Paris le Panthéon, par exemple, rentrez dans le Panthéon et il y a un peintre pompier qui s'appelait Léon Bonnat, je crois, fin du 19e, qui a peint à fresque l'histoire que je viens de vous raconter, le supplice de Saint-Denis. Et on voit Saint-Denis, là, penché, en train de ramasser sa tête, comme disait ma grand-mère. Et dans cette étoile, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est que, dans ce geste-là, que Saint-Denis fait pour ramasser sa tête, le peintre a résolu la question que je me posais. Qu'est-ce qui me reste sur la tête une fois qu'elle est décollée? Et le peintre a dessiné là, ou peint là, un faisceau extraordinaire de lumière, si beau, si lumineux, qu'elle éclaire tout le tableau. C'est elle qui éclaire tout le tableau, et c'est même si lumineux, si vous allez, ça éclaire même la salle du Panthéon. Vous voyez, c'est une lumière extraordinaire. Et c'est la réponse à la question. Qu'est-ce qui me reste sur la tête une fois que cette objectivation, cette externalisation a été opérée? Ben, il me reste l'invention, l'innovation, tout ce qui fait l'être humain, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ordinateur a été inventé,
Eh bien, mesdames et messieurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Nous sommes condamnés à devenir intelligents. Et alors nous allons maintenant laisser place au public, mais avant je voudrais, Michel Serres, témoigner un grave désaccord avec vous, un authentique différent. Oui, oui. Et pour ce faire, je vais boucler la boucle, revenir au premier ouvrage que nous avons évoqué sur Jules Verne. Et vous dites dans cet ouvrage, si j'ai un regret dans ma vie, c'est peut-être de n'avoir pas encore trouvé un nouveau genre ou une nouvelle forme pour exprimer des nouveautés aussi décisives. Et je ne suis pas d'accord avec vos mots, je pense que vous l'avez admirablement fait et montré encore aujourd'hui. Question? Oui, madame? Non, aussi, monsieur, c'est pas grave. Ah, pardon. Vous devriez vous lever. Parfait, merci. Voilà. Ces dernières conférences, ces derniers jours, on a eu aussi des conférences sur les zombies. Je dis que aujourd'hui, on est obligé on est condamné à être Saint-Denis. À être intelligent, oui. Il y a aussi notre solution. Si on n'arrive pas à être Saint-Denis, on devient des zombies. Cette question est très intéressante parce qu'elle évoque quelque chose comme une double valeur. Alors je vais y répondre presque à mon habitude en prenant du recul. Il était une fois un esclave, il y a de cela des millénaires, un esclave grec qui était cuisinier. Et cet esclave grec avait un maître intelligent, et ce maître-là lui a demandé un jour « Fais-moi le plat le meilleur que tu puisses imaginer ». Et le cuisinier lui a fait un plat de langue. Et lorsqu'il l'a mangé, le maître s'est régalé. Et par dérision, il a dit à son esclave, maintenant que j'ai mangé le meilleur plat du monde, demain tu vas me faire le plat le pire du monde. Et l'esclave lui a fait le même plat de langue. Et voyant cela, le maître lui a dit, je vais te faire donner le fouet puisque tu t'es moqué de moi. Et l'esclave, qui s'appelait Ésope, vous l'avez reconnu, lui a dit, mais non, 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 la langue est la meilleure et la pire des choses. Et en effet, avec la langue, je peux dire que je te hais, et avec la langue, je peux dire que je t'aime. Par conséquent, c'est effectivement la meilleure et la pire des choses. Donc, le théorème d'Ésope ouvre un théorème beaucoup plus général qui consiste à dire tout moyen de communication est la meilleure et la pire des choses. Et par conséquent, en effet, vous avez raison. Avec Wikipédia, on peut véhiculer des vérités magnifiques, mais aussi des erreurs. Et par conséquent, c'est vrai, c'est la meilleure et la pire des choses. Et par conséquent, mais peut-être tout objet technique est la meilleure et la pire des choses. Parce que dès le moment où nos ancêtres ont fait une pierre taillée, elle a servi à la fois à la chasse pour manger et elle a servi à Caïn pour tuer Abel. Et par conséquent, c'était la meilleure et la pire des choses. Et du coup, eh bien, ça sera la meilleure si nous le voulons. C'est-à-dire, c'est notre liberté. C'est ça notre liberté. Notre liberté, c'est d'être devant des phénomènes ou des conduites qui sont à deux valeurs. Un peu comme dans la vieille histoire, on raconte qu'Hercule a été à un moment entre le vice et la vertu, mais il a dû choisir. Eh bien, nous sommes tout le temps en train de choisir entre le vrai, le faux, le bien, le mal, etc. Et c'est ça la condition humaine, c'est ça notre liberté. Et c'est vrai qu'en effet, l'ordinateur peut être la meilleure. Mais vous savez, l'imprimerie aussi. Avec l'imprimerie, on a évidemment imprimé les essais de Montaigne dont je parlais tout à l'heure, mais on a aussi imprimé Mein Kampf. Et on a aussi imprimé des livres donnant la manière de se suicider, c'est-à-dire la pire des choses. Et vous pouvez remonter à tous les moyens en question, vous retrouverez le même état. Et par conséquent, j'ai fait voir le côté positif, le côté négatif est aussi là, bien sûr.
Mais c'est notre liberté. Dans ce que j'entends moi, Petite Poussette, ça remet en cause toute une partie de notre système d'enseignement, de certification, qui est basé sur j'intègre un savoir et je le recrache au bon moment. Et du coup, c'est quoi la nouvelle posture qu'il peut y avoir pour le formateur, l'enseignant, l'accompagnateur? Oui. À quoi on peut réfléchir? Alors, c'est mon côté le plus faible. C'est mon côté le plus faible. Autant il est facile et aisé de voir, de voir le gradient du changement. Vous voyez, par exemple, nous l'avons vu à l'Académie française. Vous savez qu'entre deux publications successives du dictionnaire de Richelieu, le gradient de changement de la langue est de 4000 mots. À peu près toujours tout le temps 4000 mots. Et aujourd'hui, entre la dernière édition et le prochain, le gradient de différence est de 37 000 mots. Vous voyez, la photo du changement est extraordinaire. Alors, autant on peut voir le changement, autant il est difficile de prévoir. Je vais vous donner un exemple. Je suis appelé depuis, disons, 6 mois comme expert dans des cabinets d'architectes. Et les architectes ont des commandes, et par exemple, on leur demande de construire une université, en France ou à l'étranger. Et ils me posent la question naïve, mais comment sera l'université demain? Et à ce moment-là, je me trouve le plus embarrassé du monde, parce que comment prévoir les locaux, comment prévoir la construction, comment prévoir la disposition des lieux, etc., étant donné qu'il y a l'accès à les cours en ligne, l'accès à l'université. C'est-à-dire, c'est très difficile de prévoir l'état des choses demain matin. Alors là, je suis très faible, je ne sais pas répondre à la question. Ce qui est une formidable réponse de philosophe, je ne sais pas. Et c'est sur celle-ci, Pépé ne sait pas tout. Pépé ne sait pas tout. Et je vous remercie beaucoup, Michel Serres.